Il était une fois, dans une petite ville paisible du Wisconsin, un jeune couple qui avait trouvé la maison parfaite pour élever leur enfant et accueillir leur compagnon à quatre pattes. Je m'appelle Jenny et je vis à Chippewa Falls, dans le Wisconsin. J'ai rencontré Travis par l'intermédiaire d'une amie. Entre nous, ça a été le coup de foudre. Depuis, on ne s'est jamais quittés. Quand Jenny a su qu'elle était enceinte, ça a bouleversé sa vie. Elle pensait qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Andrew est notre petit miracle, comme je dis souvent. Il va sur ses 10 ans. C'est un gamin adorable. Travis et Jenny ont investi toutes leurs économies dans leur première maison. On avait hâte d'être enfin chez nous. Au fond du jardin, il y a une mare remplie de canards sauvages. C'est vraiment joli. Peu de temps après notre arrivée, on a adopté 3 chiens. 3 Golden Retrievers baptisés Maggie, Sandy et Zoé. Je leur ai construit un enclos dans le jardin où ils sont libres de courir, de jouer et de faire toutes les bêtises qu'ils veulent. La nuit, je les enferme pour être tranquille. Les chiens ont vite apprivoisé leur nouvel environnement. Mais curieusement, Avec Jenny, on a remarqué qu'ils aboyaient de plus en plus. Parfois, ils nous grognaient après, comme s'ils avaient peur de quelque chose. Ce n'était pas dans leurs habitudes. Ce sont des chiens gentils. On a d'abord pensé que c'était à cause du vent. Puis d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. On s'est aperçu que certains objets changeaient mystérieusement de place. À l'époque, je rangeais systématiquement les jouets d'Andrew avant d'aller me coucher. Quelques heures plus tard, je les retrouvais éparpillés dans le salon. Entre-temps, Andrew ne s'était pas réveillé une seule fois. C'était pour le moins étrange, mais on a fini par s'y habituer et on a arrêté de se poser des questions. Et puis un matin, en rentrant du travail, aucun des 3 chiens n'est venu m'accueillir comme ils le font toujours. Normal, puisqu'ils étaient dans leur enclos, au fond de leur cage. Enfermés à double tour. Sur le moment, j'ai pensé que Travis l'avait fait exprès. Sauf que j'avais laissé l'enclos ouvert. Et que les chiens n'avaient pas pu crocheter le verrou avec leurs pattes et s'enfermer eux-mêmes. Quelqu'un était forcément intervenu à un moment donné ou à un autre, sans doute pour nous jouer un mauvais tour. quelques semaines plus tard, Andrew annonce à Jenny qu'il s'est fait un nouvel ami. J'étais en train de ranger la « et là, j'entends Andrew en train de discuter. Je lui demande « À qui tu parles ?»« À mon copain. » J'ai trouvé ça bizarre. Personnellement, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Quand j'étais petit, moi aussi, j'avais un ami imaginaire. J'ai donc dit à Jenny de ne pas s'inquiéter. Quelques mois plus tard, la famille s'agrandit à nouveau. Ça faisait très longtemps que je voulais un chat. On est donc allé dans un refuge et on a flashé sur Sébastien. Et puis j'ai laissé Andrew choisir un chaton parmi tous ceux qui se trouvaient là. Il a craqué pour un petit charroux qu'il tenait absolument à appeler Georgie. Moi, ça m'était égal, donc va pour Georgie. Pourquoi ce nom et pas un autre? Je n'en ai aucune idée. Georgie et Sébastien semblent heureux dans leur nouvelle maison. Jusqu'au jour où... On rentrait de chez ma mère et Andrew me demande « Il est où, Georgie ?»
Impossible de mettre la main sur le chat. Et d'un coup, j'entends un s'échapper du placard. J'ouvre la porte et là, qui je vois? Georgie. Le pauvre était enfermé dans le placard. Le chat ne pouvait pas s'être enfermé tout seul. Le placard ferme uniquement de l'extérieur. Et aucun de nous n'avait passé la journée à la maison. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Au début, il n'y avait que Georgie. Et puis ça a été au tour de Sébastien. On les retrouvait régulièrement enfermés. Chaque fois qu'on partait de la maison, Travis et moi, on vérifiait plusieurs fois que ni l'un ni l'autre n'était enfermé dans le placard. Et à notre retour, on les retrouvait enfermés. Il fallait bien admettre que la coïncidence était étrange. D'abord les chiens dans le jardin, maintenant les chats dans la maison. Il y avait un truc qui tournait pas rond. Environ 6 mois plus tard, un soir, Andrew était couché. Travis était au boulot. J'étais en train de me doucher, quand soudain j'ai senti que on m'observait. J'ai tiré le rideau pour voir ce qu'il en était et j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Dans l'embrasure de la porte, il y avait un fantôme planté face à moi. J'avais sûrement du mal voir, ou alors je devenais complètement folle. C'était juste une tête et un corps sans jambes. Quand j'ai relevé la tête pour regarder à nouveau, il s'est évanoui. J'ai laissé un message à Travis sur son portable pour lui dire ce qui venait de se passer. Sur le moment, j'ai pensé que son imagination lui jouait des tours. Ce genre de choses, ça n'arrive qu'au cinéma. Je connais Jenny depuis que j'ai 5 ans. Je n'avais encore jamais entendu parler de fantômes ou de choses comme ça. Néanmoins, elle était sûre que sa maison était hantée. Jenny n'est pas la seule à le penser. Un jour, Andrew me dit « Le petit garçon est revenu me voir hier soir, mais j'ai plus envie de lui parler. Il me fait peur. Il dit qu'il s'est noyé dans la mare. » Quand votre enfant de 4 ans vous explique qu'il a parlé à un fantôme, ça refroidit. Vous pensez forcément à sa sécurité. Je disais à Jenny, ça va passer. Ça m'agaçait que Travis ne prenne pas les choses plus au sérieux. Travis, c'est comme Saint Thomas. C'est le genre de personne qui ne croit que ce qu'il voit. 2 jours plus tard, alors que Travis est sur le point de s'endormir, il devait être environ 2 heures du matin. Jenny dormait profondément. Soudain, il s'est mis à faire très froid. J'ai ouvert les yeux et il y avait un petit garçon debout à côté du lit. Ce n'était pas Andrew. Il avait le visage très pâle, des yeux sombres. Je l'ai observé pendant quelques secondes. Et puis d'un coup, il a disparu. Ce petit garçon ne pouvait pas être réel. Mais comment expliquer sa présence dans notre chambre? Il fallait se rendre à l'évidence. Nous n'étions pas seuls dans cette maison. Mais ça ne me disait pas ce qu'on allait faire. On n'a rien dit à Andrew. On ne voulait pas l'effrayer davantage.
Il fallait vraiment qu'on soit de mauvais parents pour ne pas savoir comment protéger notre enfant. J'ai toujours été très présent pour mon fils, mais là, c'était sans issue. J'étais devenu impuissant. Travis et Jenny décident alors de se confier à un groupe d'experts en paranormal. Moi, je m'appelle Chris Winner et je suis l'enquêteur en chef du GRPC, le groupe de recherche sur le paranormal de Chippewa. En 5 ans d'existence, nous avons traité plus de 75 affaires. Jenny et Travis nous ont contactés car leur chat et leur chien avaient été victimes de phénomènes étranges. Et aussi parce qu'Andrew, leur fiston, avait un ami imaginaire qui disait s'être noyé. Par mesure de sécurité, l'enfant a temporairement été placé chez des proches. L'enquête peut commencer. Un soir, on a apporté tous nos équipements chez Travis et Jenny. Des caméras infrarouges, des détecteurs EMF et des enregistreurs de voix numériques. Pendant qu'on installait les caméras, on a tous ressenti une présence. Comme si quelqu'un était tapis dans l'ombre et attendait de voir ce qui allait se passer. On a donc décidé d'effectuer un enregistrement de PVE dans la maison. De nombreux spécialistes pensent que les PVE, ou phénomènes de voix électronique, sont émis par des esprits désincarnés. Pour inciter les esprits à parler, il faut leur poser des questions. Quelqu'un aurait-il quelque chose à nous dire? Soudain, une voix s'est élevée dans la pièce. De toute évidence, il s'agissait d'un enfant. C'était assez troublant. Il n'y avait pas le moindre bruit, et puis tout à coup, on a entendu « Ne me fais pas mal ». On a continué d'enregistrer et on a reçu un second message. Très court, très simple. Sans équivoque. Au secours. C'était la même voix que la première fois. Nous étions donc face à un enfant à qui on avait essayé de faire du mal. Ça m'a donné la chair de poule. S'agissait-il du petit garçon à qui notre fils avait parlé? Après ça, je me suis assise un instant dans l'un des fauteuils du salon. J'avais la tête qui tournait, j'étais désorientée. Soudain, Shelly a commencé à avoir des démangeaisons. Ça me brûle. J'ai le cou en feu. On s'est tous précipités sur elle. Oh la vache! Elle est griffée. Sa peau était couverte de griffures, assez profondes. Tu t'es fait griffer. Là, j'ai pris peur. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Ça saigne et ça enfle à vue d'œil. On voyait bien que ça venait d'être fait. Et c'était profond. Ça fait mal. C'est pas un chat. Les griffures sont trop espacées. Que fallait-il en déduire? L'esprit du petit garçon cherchait-il à attirer notre attention sur un détail? Ou était-ce simplement une façon de nous dire « Allez-vous-en » ? Allez savoir. Si l'esprit avait réussi à me griffer moi, quel sort réservait-il aux animaux? Et à Andrew, le fils de Travis et Jenny. Andrew était-il en danger? Forcément, je me suis posé la question. J'avoue qu'on n'en menait pas large, mais on a pris sur nous. Ces gens avaient besoin d'aide. On n'avait pas le droit de les laisser tomber. Le groupe décide de poursuivre son enquête dans le jardin. On n'avait pas encore exploré le jardin. En nous voyant approcher de la mare, les chiens se sont mis à aboyer. Comme pour nous prévenir d'un danger. D'un coup, j'ai senti mes genoux se dérober sous moi et j'ai dû m'arrêter. J'avais les membres paralysés par la peur. Je n'avais qu'une envie, c'était de prendre mes jambes à mon cou et de faire demi-tour. J'ai ressenti la même chose, quasiment au même endroit.
je suis vite rentré me réfugier. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était une preuve. De toute évidence, il y avait un lien entre la mare et l'esprit avec lequel nous étions entrés en contact dans la maison. En quête de réponse, Chris Winner décide alors de contacter un spécialiste de l'histoire de la région. Je m'appelle Brad Sundell et je suis originaire de Chippewa Falls, dans le Wisconsin. En faisant des recherches sur la maison de Travis et Jenny, j'ai découvert qu'elle avait appartenu à la famille Lange. Monsieur et Madame Lange avaient un fils, Georgie, qui est mort noyé dans la mare. En découvrant cela, le puzzle commençait enfin à prendre forme. Quand on a appris qu'un enfant baptisé Georgie s'était noyé dans la mare, sachant qu'Andrew avait baptisé notre chat Georgie, j'en suis restée sans voix. Voilà qui expliquait tout. C'était donc le fantôme de Georgie. Brad Sundell a retrouvé la nécrologie du petit Georgie, mais personne ne sait où il a été enterré. Georgie Lange n'étant enregistré dans aucun cimetière, j'en ai déduit qu'il avait dû être enterré sur la propriété. À une époque, c'était une pratique courante. Les gens creusaient eux-mêmes des tombes dans les jardins. L'idée que Georgie ait pu être enterré près de la maison a bouleversé l'enquête. Lorsqu'on dérange les morts ou qu'on empiète sur leur dernière demeure, il n'est pas rare qu'ils se manifestent d'une manière ou d'une autre pour rappeler aux vivants qu'ils sont là. Nous avons donc consulté les plans du cadastre et nous avons découvert un X sur la parcelle appartenant à Travis et Jenny. Une croix apposée sur un plan du cadastre désigne généralement l'emplacement d'une tombe. Dans le jardin, nous avons cherché l'emplacement exact du X et nous avons découvert qu'il correspondait à un immense chêne. Dans l'ancien temps, on enterrait souvent les gens près d'un chêne. C'est sûrement là que repose Georgie. Je trouve ça triste qu'il n'y ait pas de stèle. Cet enfant a été complètement oublié. Avec le groupe, on s'est dit que ce serait peut-être bien de faire une petite commémoration. Je pense que Georgie avait besoin de ça pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. J'aimerais rendre un dernier hommage à Georgie Lange qui nous a malheureusement quittés à l'âge de 6 ans. Nous t'encourageons maintenant à aller de l'avant. Sois heureux dans ta nouvelle vie. D'un coup, je me suis senti redevenir tout léger, comme soulagé d'un poids. Depuis cette commémoration, la propriété est redevenue un havre de paix. La maison a retrouvé la quiétude que nous lui connaissions. On s'y sent bien, dehors comme dedans. Les chiens ont arrêté d'aboyer sans raison et on ne retrouve plus les chats enfermés dans le placard en rentrant chez nous. Andrew est beaucoup plus détendu. Il ne parle jamais de Georgie. Tout est redevenu comme avant. On est heureux dans notre petite maison et il n'y a aucune raison pour que ça change. Bienvenue à Hamden, dans le Connecticut, sur la côte est des États-Unis. Une petite ville paisible où il fait bon vivre. Je m'appelle Debbie et ça fait 25 ans que je me suis installée à Hamden. Mes enfants ont quitté la maison il y a 2 ans. Mes fils sont dans l'armée et ma fille à l'université. Elle étudie pas loin, donc je la vois et lui parle régulièrement.
Salut! Ma mère est une femme très active. On adore toutes les deux les animaux, on a ça en commun. J'ai un chat noir qui s'appelle Maurice et un autre qui s'appelle Raymond. J'ai également 2 chiens, un boxer croisé baptisé Hooch et un mastif italien, Nico, un vrai molosse. La maison est grande. Je pensais que ce serait sympa de prendre une pensionnaire. Au moins, ça me ferait un peu de compagnie. L'annonce publiée par Debbie a retenu l'attention d'une jeune femme, une parfaite inconnue. Quand elle s'est présentée à ma porte, je l'ai trouvée un peu étrange. Ma mère n'est pas toujours suffisamment méfiante. Moi, si je devais choisir une colocataire, je serais très vigilante. Au fil des semaines, j'ai découvert une personne assez obscure. Elle s'habillait à la mode gothique. Elle allumait des bougies un peu partout. Elle avait un côté très noir. Je ne la sentais pas très honnête avec moi. Personnellement, je ne l'aurais pas accueillie sous mon toit. Très vite, il a commencé à y avoir des tensions entre nous. Elle me mettait vraiment mal à l'aise. Et j'ai commencé à me méfier d'elle. Hooch aussi. Il avait l'air stressé en permanence. Il était sur la défensive. La nuit, je m'enfermais dans ma chambre. Et puis, il y a eu ce week-end où je suis partie skier dans le Vermont avec ma fille. À mon retour, plus de Maurice. Il avait disparu. J'ai demandé à ma pensionnaire si elle l'avait vu, et elle m'a répondu non, pas depuis 2 jours. Je n'ai jamais revu mon chat. J'avais de la peine. Maurice faisait partie de la famille, et il n'avait jamais fait de mal à personne. Je sais qu'il ne s'est pas enfui. 2 jours plus tard, une nouvelle disparition plonge Debbie dans la tourmente. Sa pensionnaire s'est volatilisée. Je suis rentrée un soir. Elle n'était plus là. Sa chambre était vide. Elle avait pris toutes ses affaires et était partie sans rien dire. Je l'ai appelée plusieurs fois. J'ai laissé des messages, mais elle ne m'a jamais rappelé. Plus aucune nouvelle, plus aucun signe de vie. J'ignore si elle m'en voulait pour quelque raison que ce soit. Quoi qu'il en soit, 2 disparitions en 2 jours, c'était bizarre. 15 jours plus tard, j'ai trouvé un collier dans l'un des tiroirs du bureau de sa chambre. Il était forcément elle, puisque personne d'autre n'avait touché à ce bureau depuis son départ. Je ne me suis même pas posé de questions. Je l'ai jeté à la poubelle. Depuis la disparition de la mystérieuse pensionnaire, la santé de Hooch se dégrade à vue d'œil. Hooch était étonnamment stressé. Il ne fermait plus l'œil. Il était constamment à l'affût, comme si un intrus menaçait de m'attaquer. Et il maigrissait de jour en jour. On voyait ses côtes. Il n'avait plus que la peau sur les os. Je l'ai amené chez le véto pour qu'il l'ausculte. Je voyais bien que ça n'allait pas. Impossible d'identifier le problème. Quelques jours plus tard, alors que Debbie se trouve seule dans la buanderie située au sous-sol,
J'étais en train de lancer une machine en bas. Il n'y avait personne à la maison. Soudain, j'ai senti une présence derrière moi. Puis j'ai senti un doigt s'enfoncer dans mon bras. Je suis restée figée. Puis ça a recommencé. Je suis remontée aussi vite que j'ai pu. Les histoires des témoins de l'étrange. À 4 heures de route de Chippewa Falls, dans la petite ville de Stoughton, ce magasin d'antiquités n'en finit plus de faire parler de lui. En 1925, le chef de la police locale y a trouvé la mort après avoir fait une chute du 3e étage. La légende raconte que le propriétaire de l'époque l'aurait délibérément poussé dans le vide. Depuis, de nombreux clients affirment avoir vu des objets volés à travers la boutique. Certains y auraient même aperçu un fantôme. Sans doute celui du policier assassiné. J'ai senti un doigt s'enfoncer dans mon bras. Sauf qu'il n'y avait personne d'autre que moi au sous-sol. Je suis remontée aussi vite que j'ai pu. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. C'est horrible de sentir une main qu'on ne voit pas. J'ai immédiatement appelé mon amie Chris et je lui ai tout raconté. Elle était hystérique. Pourtant, ce n'est pas le genre à se mettre dans tous ces états pour un oui ou pour un non. J'en suis restée sans voix. Je voyais pas trop ce que je pouvais faire pour l'aider. Debbie décide de ne plus y penser et de faire comme si rien n'était arrivé. Et puis un soir, alors que je bouquinais dans mon lit, avec mes chiens endormis à mes pieds, en voulant caresser Hooch, j'ai vu qu'il avait peur. Comme s'il y avait un intrus dans la pièce. Les 2 chiens ont alors commencé à aboyer. J'ai vu une ombre passer dans le couloir. Une ombre noire et élancée, comme celle de la faucheuse telle qu'on la représente dans les livres. Je la voyais se rapprocher. J'étais tétanisée. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un esprit maléfique. On aurait dit qu'il cherchait à me posséder. Dans ma tête, je priais pour qu'il s'en aille. Finalement, il est sorti et il a disparu dans les escaliers. Après ça, je ne voulais plus dormir dans ma chambre. La nuit, je dormais dans le canapé. Je vivais dans ma cuisine, dans mon salon et dans la salle de bain. J'étais prisonnière au sein de ma propre maison. On avait violé mon intimité. C'était comme si un épais nuage noir s'était abattu sur ma maison. Ma mère était vraiment au plus mal. Je me demandais si ça avait un rapport avec la fameuse crise de la cinquantaine. Tout partait en lambeaux. En l'espace de 2-3 mois, j'avais perdu mon boulot, j'avais rompu avec mon compagnon. Mes 2 voitures n'arrêtaient pas de tomber en panne. En gros, tout allait de travers. Elle était persuadée qu'on lui avait jeté un sort. Il fallait que ça cesse, elle ne maîtrisait plus rien. Je ne sais pas comment j'aurais surmonté tout ça si Chris n'avait pas été là. Elle a été exceptionnelle. Sans elle et sans sa famille, je m'en serais jamais sortie. Désespérée, Debbie contacte son cousin, un éminent spécialiste du paranormal. Je m'appelle John Zaffis et ça fait 40 ans que j'enquête sur les phénomènes paranormaux. Debbie a fini par me raconter tout ce qui lui était arrivé.
Je connais très bien sa maison. Et ça m'a étonné car je n'ai jamais ressenti aucune onde négative chez elle. Elle m'a expliqué que les enfants étaient partis, qu'elle se retrouvait seule. De toute évidence, le contre-coup était un peu difficile pour elle. Pour moi, toutes ces histoires n'étaient que le fruit de son imagination. Je me suis pris une vraie gifle. Mon propre cousin, qui passe son temps à aider tout le monde, refusait de m'aider. Il ne voulait pas me croire, pourtant je n'avais pas rêvé. Un soir, alors que Chris se trouve chez Debbie, J'avais du monde à dîner et Chris était venu plus tôt pour m'aider à préparer. Je suis partie me doucher pendant qu'elle finissait le ménage. Je suis entrée avec l'aspirateur dans la salle à manger et j'avais la tête baissée, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur ma droite. J'ai senti un frisson remonter jusque dans ma nuque. J'avais la chair de poule. C'était une ombre. Très élancée. L'ombre d'un homme. Je l'ai vue et puis elle a disparu. Il y avait quelqu'un dans la pièce. Debbie disait donc vrai. Moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu. De mes propres yeux. Quelque part, ça m'a soulagée. C'était la preuve que je n'avais pas divagué. J'ai rappelé John et lui ai dit « Donne-moi le numéro de quelqu'un. J'ai réellement besoin d'aide. » Quand Debbie m'a raconté ce qui s'était passé, je me suis dit qu'il valait mieux envoyer une équipe sur place. Je m'appelle Dan Leroy et je suis enquêteur pour la Société paranormale de Nouvelle-Angleterre. Notre rôle est de vérifier si les témoignages qu'on reçoit sont fondés. Notre équipement est constitué de caméras infrarouges, de caméscopes numériques, d'enregistreurs audio, de détecteurs EMF. Ces derniers servent à mesurer l'intensité des champs électromagnétiques. Une forte intensité est généralement révélatrice d'une activité paranormale. Nous avons commencé par inspecter la chambre de Debbie. Mon détecteur s'est aussitôt emballé. Et pour qu'il s'emballe comme ça, c'est qu'il y avait forcément quelque chose. À un moment donné, le lit s'est carrément mis à bouger. J'étais près du lit quand quelque chose a attrapé mon bras et s'est mis à tirer dessus. J'entends souvent que les fantômes ne peuvent pas faire de mal aux humains, mais au contraire, ils peuvent être très vicieux. On avait clairement affaire à un mauvais esprit. Après la chambre, on a filé directement au sous-sol. On avait allumé toutes les lumières. Tim et moi avons tous les deux vu une ombre passer devant nous. On l'a poursuivie, mais au moment où on allait la rattraper, elle s'est évanouie. Quand Dan et Tim m'ont dit qu'ils avaient été témoins d'une apparition dans la maison de Debbie, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. C'était la preuve que je n'avais pas menti. Ma maison était bel et bien habitée. Restait à savoir d'où venait cet esprit et ce qu'il voulait à Debbie. John m'a demandé de lui raconter ce qui s'était passé au cours des 6 derniers mois. Je lui ai dit que j'avais eu 2 pensionnaires, dont une avec qui ça s'était mal passé et qui avait disparu. Apparemment, c'était une femme un peu spéciale. Je lui ai parlé du collier que j'avais retrouvé. C'était depuis la disparition de cette pensionnaire qu'il se passait des choses étranges dans la maison.
Quand Debbie m'a expliqué qu'elle passait son temps à allumer des bougies et qu'elle collectionnait les gris-gris, forcément, je me suis posé des questions. Pratiquait-elle la sorcellerie? John décide alors de faire appel au révérend Larry Elward et à son épouse extra-lucide. Je suis le révérend Larry Elward. J'exerce comme prêtre indépendant et exorciste. Je suis un descendant des églises orthodoxes et catholiques. Mon épouse Deborah est extra-lucide. Elle a le don de voir, d'entendre et de communiquer avec les esprits. Je commence toujours par visiter seule les maisons sur lesquelles on intervient afin de m'imprégner de leur atmosphère. John peut ainsi comparer les impressions de Deborah aux résultats de ses enquêteurs, ce qui lui permet de déceler les éventuelles coïncidences. Dans la pièce à vivre, l'énergie était relativement faible. Mais quand j'ai pris le chemin des chambres, elle est devenue de plus en plus forte. Je sentais la présence de plusieurs esprits. La pression sur ma poitrine était insoutenable. J'avais du mal à respirer. La peau me tirait. Si je m'étais écoutée, je serais partie en courant. Mais il fallait que j'aille au bout des choses. D'après Deborah, nous étions face à plusieurs esprits qui avaient été invités dans la maison à des fins malveillantes. Quand une personne jette un sort sur une maison, elle s'arrange généralement pour laisser un objet derrière elle, un bijou par exemple, afin que le sort continue de se propager. L'objet sert de détonateur, si vous voulez. Comme une porte à travers laquelle les esprits peuvent aller et venir. En général, un esprit en appelle un autre, puis un autre, et c'est vraisemblablement ce qui s'est produit chez Debbie. Les mauvais esprits sont extrêmement puissants et peuvent faire beaucoup de mal. Aux hommes et aux animaux, ils peuvent détruire une maison. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un exorcisme. Le révérend et son épouse espèrent qu'une séance d'exorcisme permettra de chasser de la maison les esprits qui y ont été délibérément convoqués. Un exorcisme consiste en une série de prières adressées à Dieu qui ont pour objectif d'abolir les mauvais sorts et de chasser les démons. Nous avons commencé par le salon. C'est moi qui me suis chargé des prières pendant la séance. Je ne me souviens pas de grand-chose. J'étais tellement angoissée. Je savais à peine comment je m'appelais. Debbie est entrée dans une profonde transe. J'étais dans une autre dimension. Je me balançais d'avant en arrière, sans même m'en rendre compte. Je sentais les esprits se déplacer dans la pièce. Ils étaient furieux d'avoir été démasqués. Ils refusaient catégoriquement de quitter les lieux. Ils avaient été convoqués dans cette maison et avaient une mission à accomplir. C'est un combat entre le bien et le mal. Soudain, les esprits ont commencé à se disperser. L'un d'eux s'est réfugié dans une lucarne. Il était sombre et informe. Quand il a vu que je le regardais, il s'est enfui à travers la vitre. D'un coup, l'atmosphère est devenue beaucoup plus légère dans la maison. Nous avions réussi à les chasser hors des murs. Il ne reste plus qu'à bénir la maison afin d'empêcher les esprits de revenir. Une fois l'exorcisme terminé, j'ai dit une bénédiction. Puis nous avons aspergé chaque pièce avec de l'eau bénite afin de ramener Dieu et la paix dans la maison et de la protéger contre les esprits malveillants.
Avant, je croyais plus ou moins aux phénomènes paranormaux. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute. Je suis contente que ce soit terminé. Hooch est de nouveau en pleine forme. Il a retrouvé l'appétit. Et moi, je n'ai plus aucune raison d'avoir peur chez moi. J'ai récupéré ma maison.